les poissons qui viennent entrer, on peut noter le barracuda. Le barracuda entre beaucoup, hein, par bande. Il y a le yaboy, il y a le kobo, les malouses, il y a des locaux. Actuellement, c'est la période de la sardine et du hareng. Donc, les gens ils partent au crépuscule, ils reviennent la nuit ou bien au petit matin. Parce qu'il faut noter qu'aussi, vers Diffère, vers la pointe de Sangomar, tout ça, il y a pas mal de poissons qui avancent. Souvent, il y a les poulpes qui avancent, souvent, il y a les sèches. Et ça, c'est la période des poulpes. Vraiment, tout le monde a envie d'aller pêcher parce que c'est vraiment un produit qui fait venir beaucoup de sous. Dans une île, les gens travaillent beaucoup hein, parce que la pêche, c'est du matin au soir. Ils partent le matin, passent la journée à mer, ils vont vendre à Diffère et ils rentrent au village. Ou bien, selon les marées, ils partent à pareille heure et ils reviennent au petit matin. Cette nuit, nous allons à pêcher d'ici à 100 km, là où se trouve la lumière de la lune. Si c'est terminé, on rentre à la maison. Quand l'hiver arrive, on pêche la journée, quoi. La nuit, personne ne va pas, mais parce que ce n'est pas sûr, quoi. Parce qu'on ne sait pas quand la pluie arrive. Et la pluie peut arriver avec une grosse tornade. Ah oui. Bon, ce n'est pas bon. Là, c'est autre chose. C'est un calcul. La population sénégalaise tire 60% de ses ressources de protéines, donc des produits halieutiques. Les ressources halieutiques, de manière générale, subissent une pression assez importante. Et aujourd'hui, la zone qui était caractérisée par une abondance relative de produits halieutiques, notamment de crustacés et de poissons, cette zone-là, de plus en plus, se trouve confrontée à une raréfaction de la ressource. Vous allez dans les marchés maintenant, vous allez dans les îles, cette abondance relative, tout de suite, on voit qu'elle a disparu. Voir comment protéger la mer que pour le poisson qui rentre. Parce qu'imagine-toi aujourd'hui, toutes les petites poissons là, ils les pêchent, ils n'en ont pas besoin, ils les ramènent, ils font crever. Au fur et à mesure, si ça se passe comme ça, il n'y aura plus de poissons. Et là, c'est dangereux pour tout le monde. Sans compter que, pour ce qui est du poisson, les pays qui ont la chance d'être sur la côte alimentent aussi l'intérieur du pays. Par exemple, ici, le Mali, il y a beaucoup de poissons fumés et séchés qui quittent le Sénégal pour le Mali. Donc c'est une question quasi globale, parce que les îles du Saloum sont caractérisées quand même par une population qui ne connaît que la mer. Donc toute menace sur cette ressource-là, évidemment, aurait des répercussions graves sur la population. Mais la pêche n'est plus ce qu'elle était. Hein. Ça, c'est compte tenu des changements climatiques. Il y a l'écosystème qui a changé. Et avec, il y a donc la disparition des mangroves, le sable qui n'est plus ce sable-là qu'on appelait la boue. Certains poissons se nourrissaient, il n'y a plus ce sable-là. C'est vrai qu'il y a une agression sur le côté littoral. Un côté littoral vers la terre ferme. La menace avec le sable qui vient se déposer parce que vous savez, la mangrove pousse que dans les zones vasières. Donc avec le sable qui vient se déposer fait que donc, dans tout le littoral, la mangrove meurt, etc., etc. Bon, là, à partir d'ici 15 ans en arrière,
Là où nous sommes, donc, je peux dire que donc, la pêche a complètement baissé. Donc, ce qui appelle donc, premièrement donc, de préserver la mangrove et de redoubler d'efforts pour sa régénération, et d'autre part également d'encadrer de plus en plus les pêcheurs pour de meilleures pratiques de pêche durables qui permettent donc le renouvellement. Avec les mauvaises pratiques de pêche, les mailles des filets qui ne sont pas aux normes, nous avons aussi la pêche des juvéniles, donc, puisque les gens sont tentés par l'argent facile, donc ils prennent tout, même les juvéniles. Hein? Les poissons qui viennent de naître pour l'industrie de la volaille, donc ils prennent les juvéniles qu'ils vendent à l'industrie de la volaille. De ça, interdire donc les petites mailles avec les filets qui vont aller pêcher et choper les petits poissons. Et le troisième facteur, c'est la concurrence des bateaux de pêche qui viennent partager avec nous la zone artisanale. C'est vrai que la mer est divisée en deux parties. Il y a la zone artisanale réservée aux pirogues à la pêche artisanale, mais il y a une autre zone réservée à la pêche industrielle. Puisqu'il y a moins de poissons dans la zone réservée à la pêche industrielle, les bateaux, la nuit, ils descendent dans la zone artisanale. Parce qu'il y a pas mal de dragueurs qui sont dans la mer là, qui captent notre mer là, les gros pirogues là, qui ont les gros filets, les gros sénères là, ils captent donc là où on passe nous. Mais également il y a la pêche industrielle. Hein. Donc souvent il y a des bateaux qui nuitamment s'infiltrent dans les zones côtières sénégalaises et pratiquent effectivement la pêche INN, comme on dit, la pêche illégale. C'est généralement des bateaux chinois, des bateaux de l'Union européenne. Le Sénégal a passé des contrats avec l'Union européenne, avec des Chinois. Donc, c'est généralement ces bateaux-là. Mais j'en ai plus les bateaux chinois. Jadis, ils n'avaient pas cet armement-là. Mais à ce moment, l'armement, les pirogues s'enrichissent. Bon, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas dans la mer et ils arrivent aussi dans la mer. Comme une personne comme moi, j'ai appelé jusqu'à avoir mon BFM, mais j'en ai rien d'autre là-bas. Il faut que je me retourne pour la mer, pour lorgner à gauche ou bien de à droite, c'est pour faire vivre ma famille, n'est-ce pas? Désolé parce que nous, on n'a rien, on n'a que la mer. On parlait tout à l'heure de l'aire protégée de Bambouk et je disais tout à l'heure à mon ami Issa Baro qu'il est important qu'on a créé une autre, hein, puisque les changements climatiques aidant et la pression aussi sur la ressource dont j'ai parlé tout à l'heure, il serait quand même intéressant de créer une autre zone marine protégée pour en fait préserver davantage l'habitat des ressources halieutiques et leur permettre un développement convenable. Ils ont commencé à faire donc des aires marines protégées ici, que personne n'a droit à y aller à pêcher. Mais moi, l'inconvénient que je trouve donc de ce côté-là, moi, si c'est une zone protégée, à mon avis, c'est égal pour tout le monde. C'est égal pour tout le monde. Mais il ne faut pas autoriser quelques-uns qui vont aller pêcher, mettre le filet, et les gars qui viennent avec le tourisme, qui viennent pêcher aussi, vous le chopez pour le foutre une amende et les autres qui pêchent et donc on ne le faut pas une amende. Ça, je ne trouve pas donc logique. La pression sur la ressource halieutique n'est pas seulement due aux industriels. Hein, ici, il y a toute une bagarre pour faire respecter aux pêcheurs artisanaux d'abord le repos biologique. Et on s'en demande selon aussi ce que la nature nous donne. Nous, on ne commande pas, on suit ce que la nature nous donne. Bien vrai qu'il y a des repos biologiques quant à certaines espèces. Toutes ces pratiques-là de préservation, de conservation, de pérennisation de la ressource,
c'est des méthodes et des techniques qui ont été traditionnelles. Donc la pêche à l'époque, c'était question d'éthique, quoi. C'était pas... Voilà, tout le monde respectait l'environnement, la nature, et puis on parlait même des aires marines protégées, parce qu'on prend toujours l'exemple de bambou, mais moi, ça, je l'ai vécu dans les îles ici, il y avait toujours des aires marines protégées. Chaque île avait son blond, un bras de mer qu'il protégeait, et personne n'allait à la pêche là-bas. On allait une fois à la pêche, une fois par an. Et c'est tout le village, et on le mange, et puis on mange ça donc à l'arbre à palabre, et puis il y avait des prières qui ont été faites et tout ça, et puis tout le monde commence la saison, une nouvelle saison. Les prières animistes, et puis même des prières musulmanes également. Avant l'islam, on était souvent animiste, on croyait à tout ce qui était étoile, on croyait à tout ce qui est nature. Donc on essaie toujours, malgré notre religion, de se fier aux forces de la nature. Par exemple, quand le Sérère voulait parler de l'environnement, il disait que Widnaïn. Que Widnaïn, ça veut dire ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure, quand on te pose la question, tu vas penser à l'air, à l'eau, aux animaux, aux arbres. Voilà. Tu vas savoir que c'est ça, en fait, qui compose l'environnement. Et on s'endamne selon aussi ce que la nature nous donne. Nous, on ne commande pas, on suit ce que la nature nous donne. Parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de cet environnement-là. Surtout que dans la culture yonika ou sérère d'une façon générale, on a toujours eu vraiment un contact intime avec la nature. L'économie comme l'environnement doivent être au service de la nature et de l'homme. L'homme est un élément de la nature. Donc si l'économie est pensée par les hommes, elle doit intégrer la totalité.